Nous étions en train d'évoquer l'attribution du Ballon d'Or à l'Argentin Lionel Messi. Est-ce que l'Afrique a été trichée dans cette attribution du Ballon d'Or, puisque beaucoup estiment que c'est Sadio Mané, le Sénégalais, qui méritait amplement ce titre cette année. David Jagwavi, alors admettons que peut-être Lionel Messi ait été jugé beaucoup plus, en tout cas plus apte au Ballon d'Or que Sadio Mané, mais placer Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk devant Mané, ça c'est l'autre surprise également. Aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître que la carrière de Cristiano n'est plus aussi reluisante que celle qu'on lui avait connue lorsqu'il était au Real de Madrid, c'est ça, non? Après, il est parti à la Juventus en Italie et aujourd'hui, on connaît un peu le niveau du championnat italien par rapport au championnat espagnol et donc il n'est plus visible, il n'arrive pas à se donner à fond. Et puis, il y a aussi le facteur de l'âge qui pèse aussi. Mais vous savez, c'est des joueurs qui ont laissé leur nom dans l'esprit de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand on parle du football, il faut forcément faire allusion à Cristiano au vu de tout ce qu'il a investi, au vu de tout ce qu'il avait marqué comme passage dans le football mondial. Et c'est des gens qui également ont compris qu'au-delà de tout, il faut faire prévaloir le côté football qui compose un peu leur carrière internationale. Donc, même s'il est aujourd'hui en Italie et qui n'est plus aussi visible comme quand il était au Real de Madrid, il a quand même participé à changer des performances de la Juventus. On a vu un peu toute l'année dernière et puis cette année, tout ce qu'il a apporté dans le championnat italien. La même chose que Mané a fait pour Liverpool. Oui, mais malheureusement, Mané n'a pas été assez visible pour certains. Aujourd'hui, cette année, il faut quand même reconnaître que l'élection du meilleur joueur a surpris beaucoup de personnes, puisque toutes les lumières étaient fixées sur Mané de toutes les façons. Lorsqu'on prend l'homme individuellement, non pas seulement en Afrique, en tant que joueur individuel sur le terrain, il a donné beaucoup. Quand vous prenez son parcours, ça a été l'un des plus beaux parcours de toute sa carrière. Quand vous prenez l'homme sur le plan collectif, il a participé également. Vous avez vu, c'est Liverpool qui a remporté la Champions League de cette année. Il en a été pour beaucoup. Il a donné. Et tous les autres critères qui ont suivi donnaient forcément en faveur, penchaient forcément en faveur de Mané. Mais malheureusement, il y a un problème qui se pose. Quand vous prenez, je le disais tout à l'heure, la liste des ballons d'or, donc des ballons d'or depuis que ce concept a été créé, vous n'avez qu'un seul Africain. Mais aujourd'hui, quand on parle du football, on parle des joueurs africains. Il y a eu beaucoup de meilleurs joueurs africains qui sont passés. Eto'o a été l'un des meilleurs joueurs. On a vu comment il s'est donné lorsqu'il était au Barça. Avant Barça, tous les clubs dans lesquels il était passé, Drogba, l'Ivoirien et les autres, ils sont nombreux qui ont donné quand même de ce qu'ils avaient pour rehausser, pour remonter un peu aussi l'image de ces clubs dans lesquels ils sont passés. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu être votés, élus meilleurs joueurs. Pourquoi? Personne n'arrive à comprendre. Et c'est ça qui décourage un peu. Parce que sur le cas de Messi cette année, moi j'estimais personnellement que Messi aurait pu prendre une retraite et permettre à quelqu'un d'autre d'avancer si les critères de vote étaient aussi fiables et aussi accessibles que ça. Moi je ne suis pas votant. Je ne représente pas la structure qui organise cette élection au Togo. Mais je crois quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et qui pose problème, qui amène des gens à s'interroger. Depuis hier, vous allez voir tous les débats autour de cette élection de Ballon d'Or cadre avec un problème, c'est pourquoi Mané n'a pas été élu, comment se font les votes, quels sont les critères. Quand on sait que tous ces critères partent en faveur de Mané, cette année, aujourd'hui, tout le monde pensait, pas seulement les Africains, je le rappelle, mais beaucoup pensaient que le Ballon d'Or reviendra à quelqu'un d'autre que celui qu'on connaît déjà. Messi, ça fait 5 fois. C'est la 6e qu'il a eu cette année. Je pense quand même que Messi n'est pas le seul meilleur joueur au monde. Messi n'est pas le joueur le plus performant au monde. C'est vrai qu'il joue très bien. Mais quand vous prenez la carrière nationale de Messi, ça pose un problème. Messi n'a jamais eu de Coupe du Monde avec son équipe Argentine. Il n'a jamais remporté la Coupe América.
avec l'Argentine. Par contre, à l'extérieur, à l'international, dans son club à Barça, il s'impose. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont arrivés, il y a des concurrents qui sont là assez valables, qui pouvaient véritablement le faire partie. Mais malheureusement, c'est le secret du football. C'est une mafia, c'est une organisation qui est difficilement pénétrable. Il faut aussi voir le côté marketing du concept. Voilà. Et donc, si vous donnez le ballon d'or à un Africain qui le mérite, il y a peut-être des répercussions qui peuvent suivre. Moi, je me rappelle lors de l'élection de George Weah en tant que ballon d'or, il s'est posé beaucoup de questions et ça a failli déranger les instances dirigeantes du football. Mais malheureusement, Weah était dans son étoile, était sur son étoile, était dans son élément et c'était lui qui devait être ballon d'or et il avait été. Alors on peut comptabiliser le nombre de fois où les Africains le méritaient, mais qu'ils ne l'ont pas pris. Je me rappelle, Samuel Eto'o disait, si je m'appelais Eto'o Nuno, c'est-à-dire si j'étais brésilien, j'aurais été sacré ballon d'or. Oui, c'est pour ça que la question de ce ballon d'or-là qui n'est pas attribué à Mané, je pense qu'il faut la reposer autrement. Il faut la reposer en termes de comment les Africains eux-mêmes valorisent leur talent à l'interne. Je suis quand même heureux que cette année, pour une fois, on ait une certaine unanimité autour de la personnalité de Sadio Mané dans les médias. Encore là, qu'il y a eu 54 journalistes africains dont un par pays qui ont eu à faire ce choix-là et eux-mêmes n'ont pas trouvé pertinent de mettre Sadio Mané. Maintenant, je dis sur l'évaluation de toute une carrière, Messi est un grand joueur. Messi a fait beaucoup de merveilles dans les années. On peut lui reprocher de n'avoir rien gagné avec l'Argentine. On peut lui reprocher de n'avoir pas, pour la classe de joueur qu'il est, avoir amené l'Argentine à un autre niveau en termes de football. Mais je pense que depuis qu'il est au Barça, il a quand même construit une équipe. Il est resté sur la durée. Et sa carrière, on peut difficilement la comparer à celle de Sadio Mané, qui est un joueur qui débute. Est-ce que c'est la carrière qu'on récompense? Oui, enfin, je l'ai dit en 2009. Moi, je prends. Il n'avait pas de carrière. Oui, vous savez, je me fie aux critères officiels de France Football. Quand Eto'o était stratosphérique, Messi ne représentait complètement rien. Bien évidemment. N'a pas eu le ballon d'or. Je dis toujours. Luka Modric l'a pris, mais on n'a pas vu cette carrière derrière. Ouais. Mais en réalité, quand vous prenez les critères définis par France Football, c'est 3 critères. C'est la performance individuelle sur l'année, premier critère. Second critère, la classe du joueur, son fair play. Et troisième critère, c'est la carrière du joueur et donc ce qu'il a eu à faire les années précédentes aussi. C'est vrai que c'est un peu dérangeant pour un prix qui est attribué chaque année, mais quand même, moi je ne pense pas que Messi ne mérite pas ce prix. Je ne pense pas que Messi ne mérite pas ce prix, même si moi j'aurais voulu qu'il soit attribué à Cristiano Ronaldo. Je ne pense pas que Messi ne mérite pas ce prix. Mais je dis que même si Mané mérite ce prix, il faut derrière un travail. Il faut derrière un travail de communication. Il faut mener une stratégie en fait. Et moi, ce qui me plaît, c'est les Brésiliens mènent très bien cette carrière. Chaque année, il y a toujours 3 à 4 Brésiliens dans le top 30 de France Football. Et c'est unique au monde, mais les journalistes brésiliens sont unanimes. Et quand vous prenez le vote, par exemple, du Brésil, ce sont d'abord les joueurs brésiliens qui sont valorisés. Ce qui n'est pas le cas avec au Sénégal même. C'est vrai que le Sénégalais a voté pour Sadio Mané cette fois-ci, mais je pense au meilleur joueur FIFA quand il était question que et le sélectionneur et le capitaine de l'équipe et un journaliste votent. Les gens n'ont pas privilégié Sadio Mané. C'est dire qu'il y a un travail à refaire. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est une malédiction ou si c'est un complexe que l'Africain développe, mais nous avons cette tendance-là à systématiquement minimiser ou mettre du mauvais côté tout ce qui provient de chez nous, tout ce qui est africain. Et je pense que cet esprit-là plane un peu sur ce ballon d'or-là. Parce que si les Africains, avec le nombre de voix qu'on détient, si 50% même des États africains, des journalistes africains avaient voté pour Messi et pour Sadio Mané serait le ballon d'or cette année.
Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les critères partaient en faveur de Sadio Mané cette année. Hein. Quand on prend les critères par critères, tous partaient en faveur de Sadio Mané. On a vu ce qu'il a mis pour que son équipe Liverpool remporte la Champions League. Et la Champions League est l'un des facteurs aussi qui détermine les votes finaux. Parce que si vous n'avez pas eu un parcours élogieux pendant la Champions League, ou que si vous n'avez pas remporté la Champions League l'année de l'élection, ça vous fait perdre quelques points venant de certains votants. L'autre problème aussi, c'est qu'il faut que la FIFA, aujourd'hui, ou l'instance qui organise... la FIFA, c'est des solidarités depuis France Football, réorganise un peu la structure. Moi, je prends le cas du Togo. On ne peut pas comprendre que le journaliste sportif qui est retenu, ou qui a voté cette année, en tout cas, que nous connaissons tous, Mathias Aina, qui a été journaliste sportif à Radio Lomé, aujourd'hui il est à la Hague, n'est plus journaliste sportif. Il ne fait pas partie de l'association des journalistes sportifs du Togo, donc il n'a pas les prérogatives pour participer à ce vote, mais malgré tout ça, on le laisse voter. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Donc si France Football veut qu'il y ait du sérieux, parce que ce sont des éléments que les gens peuvent exploiter pour être en désaccord avec le concept. Si France Football veut être sérieux, eh bien qu'ils mettent du sérieux. Et qu'on sache que les votants ou les journalistes sportifs qui sont retenus pour voter sont ceux qui ont le droit de voter. Pour le cas de mon pays, moi j'ai été surpris hier de voir le nom de Mathias Aina, que je connais très bien, que je respecte aussi, qui aujourd'hui n'est plus journaliste sportif, en tout cas, qui aujourd'hui a d'autres prérogatives officielles et qui ne devrait pas participer à ce vote. Alors qu'il y a une organisation, une instance nationale qui organise le monde des journalistes sportifs du Togo. On ne comprend pas. Quand ça se passe comme ça, ça pose un problème. Alors, dernière question, Basile, il y en a qui estiment que l'Afrique ne célèbre pas assez ses stars. Il faudra peut-être que l'Afrique, au-delà du ballon d'or africain, auquel on ne donne pas cette réluisance qu'elle doit avoir, créer un truc peut-être pour célébrer ces joueurs africains qui s'illustrent véritablement. On le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le continent africain doit revoir un tout petit peu sa façon de valoriser les siens. Parce qu'on aurait pu faire un lobbying autour donc, de Mané, par exemple, un Africain. On aurait pu faire un lobbying que ceux qui, peut-être, ne voient plus tellement, ne sont plus tellement au fait du football, ils ont d'autres choses à faire. Au moins, s'il y avait un lobbying qui a été fait, je crois qu'il ne serait pas en déphasage par rapport à ce que les gens pensent. Donc, c'est pourquoi je me dis qu'il faudrait qu'il y ait cet élan de recherche, de valorisation des forces que nous avons en Afrique, quel que soit le milieu dans lequel nous sommes en train de parler, même si c'est au football, même si c'est dans d'autres domaines. Il faudrait que les Africains comprennent que tant que nous n'aurons pas valorisé les potentialités que nous avons, ce n'est pas de l'extérieur que les gens vont les valoriser. Si nous avons la capacité et les possibilités donc de nous faire valoriser sur le plan international pour imposer également, nous également, notre force sur les votes et autres là, et sur les visions, je crois que nous aurons eu beaucoup plus de poids que lorsque on se tait, on regarde les autres faire, on croise les bras, les autres ne viendront pas nous valoriser chez nous. Je me rappelle, je l'écrivais quelque part hier, ce n'est pas le chasseur qui va raconter la gloire du lion. Nous partons maintenant pour l'Est de la République démocratique du Congo, où il y a eu 25 ans de guerre, de conflit et d'instabilité. Les ADF à Béni, le site Kivu, l'Ituri, les violences actuelles dans l'Est de la RDC prolongent des conflits enracinés depuis 25 ans dans cette région de haut plateau, des lacs et des frontières riches en minerais. Accusés d'inefficacité dans la protection des civils, les Nations Unies vont renouveler pour 2020 le mandat de leur mission, présente depuis 20 ans dans le pays avec actuellement une force de 15 500 casques bleus. Il faut signaler que dans l'Est de la RDC, eh bien, c'est des violences sur 3 fronts. D'abord à Béni, où les ADF commettent des exactions. On parle de plus de 1000 civils tués depuis 2014. Dans le sud Kivu, l'armée congolaise a continué des offensives contre les FDLR. Et toujours dans le sud Kivu, eh bien, il y a un conflit qui oppose les Tutsis qui ont
de lointaines origines rwandaises, les Banyamulenge, à d'autres communautés locales. C'est dire, David Jagbavi, que si on regarde au niveau de l'Est, on peut difficilement même faire le décompte des groupes armés, mais ce qu'on sait, c'est que c'est une région vraiment très instable. Malheureusement, oui. La RDC compose l'entité géographique au sein de laquelle se retrouvent aujourd'hui en Afrique toutes ces rébellions. Il y a un nombre assez croissant de rébellions qui ont occupé une grande partie du territoire congolais. Cela date depuis très longtemps avec l'arrivée au pouvoir de Kabila Père. Et aujourd'hui, l'armée congolaise n'arrive pas à défendre ou à combattre ces rebelles qui occupent tous les jours des territoires. Et les dégâts qu'ils laissent derrière eux sont pas des moindres. Aujourd'hui, en RDC, la question principale, c'est comment faire pour combattre ces rébellions qui naissent tous les jours. On aurait l'impression que les frontières de ce pays sont tellement poreuses et il faut juste s'organiser en interne pour se porter rebelle et commencer à tuer comme on veut. C'est la crainte que vivent aujourd'hui les Congolais, malgré toutes les promesses qui ont été faites par tous les présidents qui sont passés après Kabila Père, son fils Joseph, qui avait fait des promesses de stabiliser ces zones où les rebelles font des dégâts. Malheureusement, ça n'a pas pu. L'actuel président qui est là a fait de la stabilité de ces régions son cheval de bataille pendant sa période de campagne, mais très tôt, il s'est rendu compte qu'il y a un problème qui se pose et ce problème ne serait peut-être pas loin de son prédécesseur qui ne voudrait peut-être pas lui permettre de réaliser des résultats là où lui, il avait peut-être échoué. Donc aujourd'hui, les Congolais s'interrogent et se posent la question de savoir si la RDC est un territoire qui appartient à l'entité congolaise totale ou alors si c'est des portions du territoire, où il y a des portions des territoires qui appartiennent à certains pays limitrophes surtout. L'incursion vient de tous les côtés, du côté de l'Ouganda, du côté du Rwanda, etc. Et il y a un méli-mélo dans lequel se retrouve aujourd'hui la population qui paye cher cette intrusion et cette immixtion, et ça pose un réel problème. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans ces régions, à Béni par exemple, tous les jours il y a des morts, malgré la présence de la force de l'ONU, on n'arrive pas à combattre ces rebelles qui rentrent sur le territoire congolais comme bon leur semble et font ce qu'ils veulent. Malgré la présence des forces armées congolaises, la population ne sent pas encore cette protection à laquelle elle a droit. Et donc tout ça fait craindre une situation d'instabilité qui risquerait de prendre encore beaucoup de temps si l'armée congolaise ne s'impose pas véritablement pour protéger les frontières et les populations dans ce pays. Alors, Marc Aboufan, le président RD congolais, Félix Tshisekedi, avait dit il y a quelques semaines qu'il donnerait même sa vie pour le retour à la paix dans l'Est du pays. Ça veut dire véritablement que l'Est préoccupe tout le monde. C'est quoi? Cette partie est victime de la malédiction de la richesse? Oui, bien évidemment. C'est pas seulement cette partie du Congo, mais le Congo tout entier ou même l'Afrique est victime de ce qu'on peut appeler la malédiction de la richesse. Ce qui se passe en aire de Congo est savamment entretenu par les multinationales qui puisent ces richesses-là. Parce que, vous savez, l'aire des Congo, quoi qu'on dise, c'est un territoire enclavé. C'est un territoire très enclavé. Et moi, je me pose toujours la question parce que ces rebelles-là ont toujours les armes de dernière génération. Quand ils font leurs attaques, ils ont tout le matériel militaire de dernière génération. Mais comment est-ce que ce matériel militaire de dernière génération leur est fourni, si tant est que les voisins immédiats du Congo, surtout sur les fronts de l'Est, notamment l'Ouganda, le Rwanda, disent aujourd'hui ne plus fournir de la logistique et du renfort à ces rebelles-là. Ces armes passent par où? Il faut reposer la question. Aujourd'hui, il y a plusieurs multinationales de tous les pays pratiquement. L'Est de l'Aire du Congo est une miniature du monde, ou en tout cas de l'Occident. Après la guerre froide, vous avez la France, vous avez la Belgique, vous avez les USA, vous avez à côté le Royaume-Uni, mais aussi aujourd'hui
la Chine, qui chacun veut prendre sa part du gâteau. Il ne faut pas oublier aussi que l'Est de la RDC renferme un certain nombre de minéraux des plus rares au monde aujourd'hui, surtout les terres rares qui entrent dans la fabrication de tout ce qui est gadget électronique, téléphone, ordinateur. Et donc, c'est devenu un enjeu principal de contrôler cette portion de la RDC. Et c'est cet enjeu-là même qui a donné ce qu'on a déjà vu aux dernières élections présidentielles dans ce pays. Le président Tshisekedi, en prenant le pays, était conscient de l'enjeu. Il fallait non seulement rembourser le butin de guerre, parce que l'Est est dans une sorte de guerre permanente. Et les multinationales ne sont pas prêtes aujourd'hui à laisser le contrôle de l'Est du Congo au gouvernement. Et qu'est-ce qu'il faut pour empêcher le gouvernement d'avoir la même mise sur ce secteur-là? C'est la création de ces petits groupes de rebelles tout azimut pour créer en tout temps et en tout lieu du boucan. Maintenant, moi j'accuse aussi l'ONU et sa force qui, à mon avis, joue un rôle trouble, parce qu'on ne peut pas, pour l'ONU, qui est censée être l'armée suprême, maintenir la paix au-delà de 20 ans. Si l'ONU n'a pas réussi à stabiliser cette zone-là, ça pose un problème. Moi, je suis contre le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Il faudrait repenser cette MINUSCA-là, parce qu'on s'est rendu compte, et ça, ce sont des rapports de l'ONU qui le disent, ce sont ces casques bleus qui, au lieu de représenter un rempart entre la population et ces différents groupes armés, violent les femmes, volent les richesses, rackettent et des fois les populations. Et donc, ce qui se joue au sud, à l'est de la RDC est géostratégique. Et il faudra que l'État se montre ferme et rigoureux. Maintenant, est-ce que l'État dirigé par Tshisekedi, dont on connaît tous les conditions d'accès au pouvoir, pourra être ferme et rigoureux? Je pense que là est toute la question. Basile Agbo, cette partie aussi, il y a une curiosité, c'est que quand on voit, je pense que le GIEC a dénombré au moins 130 groupes armés actifs, et les plus en vue, c'est les FDLR, les ADF, les Maïmaï, les Banyamulenge et tout. Mais quand on va au cœur de ces groupes armés, parfois vous avez ces deux groupes ougandais qui viennent s'affronter sur notre territoire. C'est ça, vous savez, le problème de RDC est un problème plus vieux, très vieux dans le passé. Parce que d'abord, il faut expliquer par le fait que la RDC même, on le dit très souvent, est un scandale géologique. Vous savez, il y a toutes les richesses du monde qui se retrouvent sur ce territoire-là. Et surtout, à l'Est, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, il y a eu un groupe de Tutsis qui a pris existence là-bas. Et pendant longtemps, ils ont voulu donc être de cette nationalité-là. Il paraît que c'est depuis 1973 que quand Mobutu était là, Mobutu leur permettait d'avoir la nationalité. Et donc, ils s'habituaient. Malheureusement, il y a beaucoup parmi eux qui n'arrivent pas à s'habituer à la vie là-bas. Et il paraît même qu'ils avaient même cherché à avoir un Tutsi-land au sein donc de l'Est de la RDC, ce qu'ils n'ont pas. Et donc, régulièrement, il y a des conflits entre eux et les autochtones qui sont là. Et à un moment donné, il paraît que c'était en 2009, je crois, il y avait eu la signature d'un accord qui permettait donc à des gens qui étaient dans l'armée d'accéder à l'armée gouvernementale. Il paraît que c'est un accord qui avait été fait entre Kabila, lorsqu'il était président. C'était un accord du 23 mars 2009. Et c'est pourquoi il y a un groupe aujourd'hui qu'on appelle M23. Et donc M23 qui est là, qui avait pensé pouvoir régler le problème avec Kabila, mais qui ne sont pas parvenus réellement à régler ce problème. Et donc régulièrement, ils font des incursions et donc ils sèment le bordel dans cette partie. Et donc d'autres groupes armés également, où chacun veut avoir une parcelle pour pouvoir l'exploiter pour lui et pouvoir donc obtenir la richesse qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle donc les groupes armés se multiplient parce que chacun sait que sur ce territoire, lorsqu'on peut l'occuper, on peut pouvoir extraire des richesses, on peut pouvoir vivre de ces richesses-là qu'on exploite. Donc c'est la raison pour laquelle le problème de la RDC, surtout l'Est de la RDC, ne peut pas connaître la paix si les pays alentours
ne participe pas à la résolution du problème. Le Rwanda aujourd'hui trouve bien que les Tutsis qui sont là-bas, ils n'ont qu'à rester là-bas, semer le bordel pour ne pas venir l'embêter. L'Ouganda, ce n'est pas le président ougandais qui va vouloir que le problème soit réglé. Vous voyez donc, et quand on parle aujourd'hui de l'ONU et qui n'arrive pas à régler le problème à ce niveau-là, l'ONU ne peut pas régler le problème à ce niveau parce qu'il y a des intérêts en jeu, de gros intérêts qui appartiennent donc à des puissances également qui entourent la RDC. Donc je crois que il y a quelqu'un qui avait prédit le fait que la RDC, ou bien le Zaïre à l'époque, est trop vaste. Et il va falloir donc diviser le Zaïre en plusieurs petits États pour qu'on puisse pouvoir les contrôler. Je crois que, ça a fait l'objet donc d'une grande guerre par le passé. Mais la question se pose de savoir, est-ce qu'il ne faut pas évoluer vers là? Pouvoir trouver l'occasion d'avoir, je ne sais pas, une fédération qui contrôle la RDC, parce que vous voyez, la RDC, c'est une puissance, elle est très vaste. Elle est très vaste. L'incapacité de l'ONU, à quoi on doit cela? Aux questions d'intérêt, beaucoup plus. L'ONU, elle était là pour s'interposer, mais malheureusement, on constate que cette mission ne remplit véritablement pas les prérogatives pour lesquelles elle est là. L'ONU, on sait ce qui se passe là-bas avec les richesses qui sont puisées tous les jours. Il y a des cas de minerais qui ont été présentés au vu au su de tout le monde. Donc aujourd'hui, la MONUSCO n'arrivant plus à véritablement apporter la solution aux interrogations des Congolais, a été priée de plier bagage, et les populations du côté de Bénin n'hésitent pas à manifester tous les jours pour leur démontrer leur volonté de les faire partir. C'est quand même assez terrible quand on prend un peu la capacité humaine de cette force, la capacité financière et militaire. C'est l'une des forces de l'ONU, l'une des plus vieilles d'abord et des plus coûteuses en Afrique. Mais malheureusement, les résultats en face ne donnent pas. Et donc aujourd'hui, on s'interroge sur la présence véritable de cette mission en RDC. La pause, la grande pause, et on revient dans une dizaine de minutes.